livré à l'avocat. Et la preuve que l'avocat, la preuve de la qualité de l'avocat, donc il faut très souvent, il n'y a pas une exigence particulière, hein, mais la Cour demande simplement que l'avocat justifie qu'il appartient à un barreau. Il justifie qu'il appartient à un barreau, il peut déposer un recours. Alors, il y a également, vous pouvez fournir également le procès verbal ou bien l'acte de signification de la décision. Mais c'est une pièce qui, à mon avis, n'est pas importante. Elle n'est importante que s'il y a contestation sur l'effectivité de la signification. Puisqu'en réalité, que vous ayez signifié ou pas, ce n'est pas une condition de recevabilité du recours. Je me fais comprendre, ce n'est pas une condition. On a vu des cas où l'adversaire est venu estimer que le recours est irrecevable parce qu'il est fait avant la signification. Bon, la Cour répond en disant que la signification n'est pas une condition de recevabilité. Et c'est vrai. Vous ne pouvez produire l'acte de signification que si vous voulez démontrer que votre adversaire, n'est-ce pas, a formé son recours hors délai. Mais tant que ce n'est pas ça, vous n'avez pas intérêt. Alors, ce recours, il y a l'élection de domicile. Avant la révision, c'était une obligation. C'est-à-dire que l'avocat devait élire domicile à Abidjan. C'est-à-dire avoir une adresse à Abidjan où la Cour peut valablement déposer des pièces. Alors, des gens avaient cru quand même que cette élection de domicile s'entendait de l'obligation de constituer avocat ou de l'obligation d'élire domicile dans un cabinet d'avocats, alors qu'il s'agissait simplement d'une adresse à partir de laquelle on pouvait vous envoyer des documents. Mais on pouvait comprendre également, n'est-ce pas, la position des confrères, parce qu'il n'y a que les avocats pour apprécier la gravité des actes de procédure. Donc c'était normal. C'était normal. Vous pouviez... Il y a des gens qui disaient domicile chez leurs cousins là-bas. Donc ça ne posait pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on sache que vous avez, n'est-ce pas, quelqu'un à qui on peut vous transmettre vos actes. Le règlement de procédure, le nouveau règlement, a fait de cette élection de domicile-là une faculté simplement. On n'est plus obligé de constituer, d'élire domicile à Abidjan. Alors, ces éléments-là permettent de déposer le recours. Là, c'est la saisine directe de la Cour. Mais la Cour peut être saisie indirectement, et dans ce cas-là, c'est un renvoi d'une juridiction suprême nationale. Parce que vous pouvez saisir la Cour suprême de justice du Congo, qui, à l'examen du dossier, se rend compte que ça relève du droit OHADA, et qu'elle n'est pas compétente. En ce moment-là, elle renvoie, n'est-ce pas, le dossier au niveau de la CCJA qui doit statuer. En ce moment-là, la condition de délai ne peut plus être examinée. Mais il y a un problème qui s'est posé dans un dossier. Il y a un recours qui a été déposé directement, n'est-ce pas, qui a été déclaré irrecevable parce que hors délai. Mais le même dossier est revenu sur renvoi d'une juridiction suprême nationale et la Cour a statué. Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était une irrecevabilité en l'état ou alors une irrecevabilité tout court. De toutes les façons, la Cour, n'est-ce pas, a statué. Bon, moi, cette jurisprudence m'a un peu embêté, mais c'est une jurisprudence de la Cour. Donc, voilà, la saisine peut être directe, la saisine peut être sur renvoi d'une juridiction de cassation. Alors, lorsque les conditions relatives aux pièces ne sont pas remplies, la Cour déclare votre recours irrecevable. Mais il y a des irrecevabilités aussi. En tout cas, il y a des décisions aussi qui peuvent être rendues, n'est-ce pas, notamment l'irrecevabilité d'office ou bien une incompétence d'office lorsque vous avez déposé un recours qui porte sur une matière qui ne relève vraiment pas, n'est-ce pas, de la CCJA. Par exemple, vous déposez un recours en matière d'assurance. Alors, l'assurance, la CCJA ne traite pas de ces questions. Alors, le président de la Cour peut
n'est-ce pas, s'est déclaré incompétent par simple ordonnance. En ce moment-là. C'est également le cas lorsque vous venez, par exemple, introduire un recours, n'est-ce pas, 1 an après la signification, ou même 2 ans après. Bon, ça, vraiment, c'est une irrecevabilité qui peut être prononcée par simple ordonnance. Relativement à l'incompétence, il y a l'article 18 du traité qui dit également que lorsqu'une Cour suprême nationale statue, n'est-ce pas, dans une affaire alors qu'elle est radicalement incompétente, sa décision est nulle et de nul effet. Ça, c'est l'article 18. Mais pour que la Cour prononce la nullité, il faudrait quand même que vous prouviez que vous avez soulevé l'incompétence en vain. Parce qu'on a vu des partis déposer des dossiers devant les cours suprêmes nationales, et puis quand ils perdent maintenant, ils disent ils s'en vont maintenant à CCJ à dire que non, la Cour là est incompétente, elle n'aurait pas dû statuer. Alors que c'est vous-même qui avez saisi la Cour. Donc quand vous vous rendez compte que ça ne vous arrange pas, vous essayez de jongler. Alors c'est ça. Donc il faut justement il faut produire ces pièces-là. Lorsque la Cour reçoit justement ces dossiers-là, la Cour vérifie. Il y a une possibilité qui est offerte aux partis de régulariser leur recours, c'est-à-dire que de produire par exemple des pièces qui n'ont pas été produites au dépôt du dossier. Avant la révision, il revenait au greffier en chef d'écrire à la partie concernée pour justement que cette partie-là régularise son recours. Mais depuis la révision, il revient au juge rapporteur, justement, d'écrire pour faire, n'est-ce pas, régulariser le recours. Alors, cette position est doublement critiquable. C'est mon avis, hein, en tout cas. Elle est critiquable en ce sens que nous sommes dans une procédure de cassation, un dossier qui a parcouru des instances. Et lorsqu'on le dépose à la Cour, on doit encore donner la possibilité aux gens de régulariser. Ça fait que le juge ne peut pas se prononcer sans vous demander de régulariser le recours. Alors, si vous êtes, n'est-ce pas, un féru du dilatoire, vous pouvez retenir une pièce par devers vous, sachant que entre le dépôt du recours et les échanges, et puis le temps où on va vous demander de régulariser, vous aurez gagné un peu en temps. Alors qu'on aurait pu justement se passer de cette disposition-là. Et en ce moment-là, lorsque la Cour vérifie et que le dossier n'est pas complet, l'irrecevabilité est prononcée. Alors, le deuxième grief, c'est que si les parties savent déjà qui est le juge rapporteur, ce n'est plus intéressant. Parce qu'il ne peut pas revenir à un juge rapporteur, justement, écrire à une partie pour demander de régulariser. Mais rassurez-vous, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est difficile de mettre en œuvre ce genre de disposition. C'est difficile en ce sens que le juge ne peut pas écrire pour demander qu'on régularise le dossier. Donc, lorsque ces éléments-là sont là, le greffe s'arrange maintenant pour transmettre le dossier à l'adversaire. La nouveauté du règlement de procédure, c'est qu'il a prévu que celui qui dépose le recours doit, n'est-ce pas, doit faire une option, doit dire par exemple s'il est prêt à recevoir les notifications de la Cour par voie électronique. Ça, c'est la nouveauté. Mais depuis que nous recevons les recours, on a l'impression que les confrères négligent ou bien ne savent pas qu'il y a cette disposition-là. En tout cas, même si ils savent qu'il y a cette disposition-là, elle est difficile à mettre en pratique parce que il n'y a pas la logistique pour effectivement le faire. Parce que imaginez-vous que votre adversaire dépose un recours qui a 500 pages. On ne peut pas vous transmettre ce recours-là parce qu'il faut scanner. Il faut, si un dossier est comme ça, on ne peut pas justement transmettre par voie électronique.
Et par ailleurs, le règlement de procédure n'a pas tiré les conséquences justement de cette évolution-là. Parce que qui dit électronique dit suppression des délais, relativement aux délais, pour justement réduire l'écart qui est consécutif à votre éloignement du siège de la Cour. Donc, les dossiers sont donc déposés, on notifie aux adversaires qui disposent, par exemple, lorsqu'il y a déjà eu, n'est-ce pas, tout ce parcours-là, et que le dossier est en état, il y a instruction. On passe maintenant à l'instruction. L'instruction suppose donc justement que il y a un juriste référendaire à qui est confié le dossier, qui, n'est-ce pas, travaille le dossier, qui fait des recherches, n'est-ce pas, juridiques, des recherches documentaires, ainsi de suite. Bref, qui recherche tous les éléments susceptibles, n'est-ce pas, de donner une solution au dossier. Donc, il fait ce qu'on appelle une note juridique. Une note juridique qu'il va remettre maintenant au rapporteur. Et dans cette note juridique-là, il essaie de faire une analyse juridique du dossier et il propose donc justement des pistes de solution. Alors, le juge rapporteur maintenant, qui reçoit cette note juridique, fait également, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un rapport. Il doit faire un rapport avec un projet d'arrêt. Un projet d'arrêt qui sera donc examiné dans la chambre à laquelle le dossier a été confié. Alors, cette chambre-là examine le rapport et le projet d'arrêt qui a été soumis et peut adopter une position. On peut ne pas être d'accord avec ce qui a été proposé et reformuler comme on peut être d'accord. Toujours est-il que la chambre qui est saisie du dossier, en étant convaincu que dans les discussions, on peut aller plus loin.